Le titre de ma communication, c'était la double figure du maître des Lumières, Condorcet et le pelletier de Saint-Fargeau. Alors ce que j'ai essayé de faire à travers cette communication, c'est de montrer que très souvent on unifie et on simplifie la conception de l'école et évidemment la figure du maître sous la Révolution on homogénéise tout ça comme si c'était très clairement donc un seul choix politique fondamental qui animait donc tous les acteurs et tous les auteurs qui ont pu s'exprimer sous la Révolution, alors qu'il n'en est rien bien sûr. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers ces deux figures, qu'il y a deux écoles, de modèles d'école et de maîtres, donc très très nettement, qui se découvrent, se formulent sous la Révolution, et qui s'exprime exemplairement, paradigmatiquement, par la voix de ces deux hommes. Donc, l'un très connu, c'est Condorcet, et puis l'autre, beaucoup moins connu, mais qui a été important en son temps, qui a été assassiné dans des conditions tragiques et qui est devenu le premier martyr de la Révolution, c'est le pelletier de Saint-Fargeau. Condorcet aussi d'ailleurs, ça a été également, mais bon, évidemment la mode est au tragique à ce moment-là, donc dans des conditions tragiques, puisqu'il a été arrêté, mais lui, il a eu le temps de présenter en tout cas son projet à l'Assemblée nationale, et il a été arrêté ensuite, enfin décrété d'arrestation, mais il a pu s'échapper, mais au bout d'un certain temps où il a quand même pu écrire des choses majeures, comme l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, eh bien, il a été quand même arrêté, il s'est enfui de son refuge, il a été arrêté, et il est mort dans des conditions qui ne sont pas encore pleinement éclaircies. Voilà, donc c'est dans des conditions tragiques, parce que c'est un contexte d'action. Ces projets ne sont pas simplement des traités théoriques, comme ça l'a été au XVIIIe siècle. Ce sont des perspectives jetées sur l'histoire, sur la République naissante. Alors il faut dire d'abord quand même que la question de l'éducation est devenue de plus en plus importante au XVIIIe siècle, pour des raisons d'abord qui sont pédagogiques, qui sont liées à l'évolution de la réflexion sur l'anthropologie, sur la raison, la nouvelle image de l'homme, l'idée qu'il y a une perfectibilité indéfinie de l'homme. Donc l'empirisme aussi des Lumières, toutes ces bases théoriques vont insuffler donc un nouvel élan à la réflexion pédagogique, même si bien sûr elle est antérieure au XVIIIe. Il va prendre de plus en plus d'importance pendant ce siècle, avec en plus la contestation de l'Église, envers l'Église qui exerçait un monopole sur l'éducation justement. Mais cette question, progressivement, elle va changer de nature. Au début, c'est dans le prolongement de la Renaissance et du XVIIe siècle, du siècle précédent, une réflexion pédagogique, justement. C'est la question de l'éducation, c'est des précepteurs qui s'interrogent. Précepteurs, surtout. Et puis, ça va se politiser progressivement. On va passer de la politisation on va passer de la question pédagogique de l'éducation à la question politique de l'école. Ça, c'est avec la seconde moitié du siècle. C'est très très manifeste. Il y a une intensification des nombres donc des traités, une augmentation du nombre des traités sur l'éducation et un changement des titres. On parle maintenant de projets, de plans, de rapports. Il y a par exemple la Chalotais. Alors ça c'est très important. En 1763, il publie donc un projet qui donc est vraiment extrêmement lu et important. C'est le plan d'éducation donc pour la jeunesse qui cherche à lutter contre l'Église, etc. Parle de l'école, comprend l'enjeu politique et collectif de l'école, mais n'envisage pas du tout l'école pour tous, pas une école donc, qui accueille le peuple universellement, et qui en plus réduit la figure du maître, puisque c'est l'essentiel, c'est le livre pour lui. Voilà, d'avoir des bons livres, et les maîtres sont tout à fait subalternes, ce sont comme des servants des livres. Alors avec la Révolution, là, la question, elle ne va plus être simplement celle de l'éducation, elle ne va plus être simplement celle de l'école, elle va devenir celle du maître également. Parce que le maître va devenir absolument central. En effet, c'est la République qui s'exprime à travers le maître et qui parle au sein de l'école, dont la mission est de reproduire cette République, de lui assurer son existence naissante, fragile, et aussi son existence dans la durée. Et donc la question, elle va devenir absolument du maître central. La figure du maître, enfin, va prendre figure. Mais c'est de façon tout à fait différente selon le pelletier de Saint-Fargeau et Condorcet. Chez le pelletier de Saint-Fargeau, en quelque sorte, la fonction du maître est si importante qu'il ne faut pas qu'elle soit contaminée par l'individualité dangereuse du maître. Donc à la fois, c'est
une pièce essentielle dans la machinerie de la formation républicaine des enfants et de leur citoyenneté. Et en même temps, il est très important de contrôler cette pièce. Et donc, il va y avoir un comité des pères de famille qui va localement, qui va en fait encadrer chaque école, qui va être présent dans l'école. Chaque père de famille surveillera donc les maîtres et les élèves et toute la vie de l'établissement au sein de l'école pendant une semaine. Donc il va y avoir un roulement. Et ce seront vraiment des maîtres qui seront sous tutelle, qui eux-mêmes devront cadrer étroitement leurs élèves, mais qui seront également cadrés. Parce qu'il s'agit de conditionner, il n'est pas question de libérer dans cette école de Saint-Fargeau, mais il s'agit de conditionner les enfants afin qu'ils deviennent des citoyens vraiment modèles, standards, dans une république qui est conçue comme une communauté fusionnelle et où l'individualité donc est dangereuse. Il ne faut pas caricaturer, il y a des nuances bien sûr, et après quand on arrive au second degré, quand on arrive dans les écoles secondaires, là, il peut y avoir plus de libération de la réflexion, etc., etc. Mais dans les écoles primaires, et ça c'est le sas par lequel tout le monde doit passer, tout le peuple entier doit entrer dans l'école, c'est vraiment un conditionnement, un formatage on pourrait dire. Tandis que chez Condorcet, c'est un autre pari qui est effectué, parce qu'il s'agit d'un pari en fait. Condorcet veut une république non pas fusionnelle, mais une république des citoyens, des individus qui chacun juge avec une autonomie donc réflexive, donc véritablement des choses, de toutes choses même. Ce qui fait que le maître, dans cette école de Condorcet, doit avant tout faire confiance au jugement des individus, doit proposer aux enfants des arguments, des argumentations, des raisonnements, mais ne rien imposer comme sacré, hors de discussion et hors de critique, pas même, dit-il, les fondements du système social. Ce qui fait que la liberté, c'est là-dessus que repose donc l'école et la République tout entière, selon Condorcet, et non plus simplement l'égalité. La liberté est le maître mot. Il faut éveiller la liberté de chaque élève. Il faut que chaque élève, par l'instruction, non pas l'éducation, qui a un accent totalitaire à ce moment-là, où il s'agit, c'est Saint-Fargeau, de forger non pas simplement l'esprit, mais l'âme de l'enfant pour qu'il devienne un citoyen modèle, ayant intériorisé le modèle interne de la République, le moule de républicain. Donc il s'agit non pas donc de conditionner ainsi, mais d'éveiller la liberté grâce à l'instruction. Il faut d'abord apporter des connaissances consistantes qui vont permettre de développer la pensée, qui vont nourrir et développer la pensée, et qui vont lui permettre de s'auto-éduquer à partir d'un certain moment, sur cette base d'instruction. Et dans cette auto-éducation, il y a évidemment la figure du maître, qui est de façon extrêmement importante, qui joue comme un modèle, puisque lui-même doit exercer cette liberté. Lui-même, qui est hautement formé par une compétence scientifique, ses formations très exigeantes chez Condorcet, eh bien, va montrer à l'élève ce que c'est que d'exercer sa pensée, sa réflexion, l'autonomie de son jugement. Donc c'est une république qui, peut-être de façon certes, sans doute même très idéaliste, fait tout reposer la République tout entière, et pas seulement l'école, sur un modèle d'individualité réflexive qui exerce l'autonomie de son jugement et dont le maître est une véritable incarnation. On retrouve ici une fonction positive de l'admiration. Elle peut être aliénante, l'admiration, mais en même temps, elle peut, si elle se greffe sur un modèle de liberté et d'individualité précisément, et non pas un modèle figé et aliénant, si elle, elle a en ligne de mire le modèle qui est justement d'exercer sa pensée, son jugement, eh bien elle peut être déclenchante. Alors, elle peut être stimulante, elle peut inspirer et faire que l'on va aspirer à être une telle individualité. Alors, en même temps, bien sûr, est-ce que Condorcet ne sous-estime pas l'ambiguïté fondamentale d'une telle figure? Est-ce qu'on peut se détacher aussi facilement, après avoir été attaché aussi fortement à un individu qui a une telle compétence, une telle autorité, donc, et qui exerce une telle attractivité? Voilà, c'est la question, bien entendu, mais peut-être que cette ambiguïté, elle est constitutive de l'acte et du rapport éducatif. Car, on le sait bien, les enfants essayent de faire des progrès, de travailler. Très souvent, non pas en fonction d'un horizon de ce qu'ils deviendront plus tard adultes, cela est beaucoup trop lointain pour eux, mais en fonction de l'attachement à une personne présente qui est celle du maître, qui est celle de l'enseignant, qui est celle du professeur, et qui leur inspire le désir de manière semblable se cultiver, développer leurs connaissances, exercer leur pensée. Je crois que c'est cela que Condorcet a voulu
nous dire, et que la Troisième République, bien après, n'incarnera que partiellement, puisque l'école de la Troisième République aura aussi un côté dogmatique, magistral dans le sens cette fois-ci plus péjoratif, et ne respectera pas totalement cette inspiration donc, de Condorcet.